Pour vous présenter l'un et l'autre rapidement, je pense que nous pouvons revenir au début de Guy Cassiers, à savoir dans les années 80, qui ont été marquées par une effervescence artistique. Vous faites en effet partie de ce que l'on a pu appeler la vague flamande, qui n'est pas un courant proprement dit, mais l'avènement d'une nouvelle scène de l'art vivant, théâtral et chorégraphique, où ont émergé avec vous de nombreuses personnalités, dont certaines également très connues en France, Ivo Vanov, qui a été programmé plusieurs fois à la Comédie Française, mais aussi Jan Lowers, le collectif d'été Gestan, Alain Platel, Anne-Theresa de Kersmaker, Wim van de Kebus. Nous y reviendrons également, car cette famille aux esthétiques très différentes fait aussi partie de votre histoire, les Abois, je pense. Guy, nous pouvons dire que nous vous avons découvert en France au Festival d'Avignon, en 2006 avec Rouge décanté, un spectacle qui a marqué énormément les gens qui l'ont vu, un monologue où nous découvrions votre art du langage, des langues, d'un théâtre où le texte est mêlé à un travail extrêmement virtuose des images vidéo et du son. Depuis, vous avez été invité à de nombreuses reprises en France, jusqu'à votre première création à la Comédie Française en 2021, Les Démons, d'après Dostoïevski. De votre côté, Lisa Boa, nous avons découvert votre travail en 2018, je pense, en France, avec Hamlet. Un somptueux Hamlet, suivi d'un spectacle sur Bruegel. Et vous venez de créer à la MC 93 de Bobigny, Pépécha ou Comment Dieu a disparu, qui est actuellement tourné. Et vous êtes actuellement en répétition de Médée, qui est une adaptation libre d'Euripide que vous allez créer salle Richelieu le 12 mai prochain. Nous allons revenir durant ce grenier à vos débuts, Lisa Boa, mais je pense que cela fait tout l'intérêt de cette rencontre. Vous êtes tous deux présents ce soir en tant que metteurs et metteuses en scène programmés à la Comédie Française, donc j'allais dire presque au même titre. Cela permettra d'aborder à la fois vos débuts à chacun, mais aussi comment penser celui des autres avec cette distance. Pour débuter, pouvez-vous, Guy, nous expliquer comment est né le projet de Pulse, sachant que, j'allais dire, en France, on a des écoles dans les théâtres, au Théâtre National de Strasbourg, au Théâtre National de Bretagne. Au sein de la Comédie Française, on a ce qu'on appelle l'Académie, c'est-à-dire que nous recevons des jeunes issus d'écoles nationales qui, pendant un an, à la fois ont des cours, mais participent aussi au spectacle. Quelle était la singularité du projet de Pulse ? Pour nous, c'était important pour chercher les nouvelles artistes du grand salle. Parce que la chose qui manque dans les écoles, c'est souvent le système, comment un grand théâtre est construit. Qu'est-ce qu'on fait, quand et pourquoi, c'est quoi le développement. Alors pour ça, pour nous, c'était clair que la qualité des artistes, je pense encore aujourd'hui en Flandre, c'est très fort, mais la relation avec la grande salle est très difficile, même si tout le monde veut travailler pour la grande salle. Ça, c'est la grande différence avec moi. Quand j'étais jeune, pour moi, le grand salle était le danger. Tout le monde a peur sans dire ça. Et alors, on est resté beaucoup dans les petits espaces, dans les petits théâtres, dans les collectifs et des choses comme ça. Mais je suis très heureux maintenant, aussi dans les écoles, les jeunes veulent se confronter avec le médium et la grande salle et toutes les disciplines qui sont là. Mais ils n'ont pas d'expérience. Dans l'école, on ne peut pas demander qu'ils voient et sentir le vrai travail là-bas. Alors pour ça, on a pensé, on doit trouver 4 artistes importants, jeunes, qui veulent, après 4 années, être là, au milieu de la scène. Le moment que
quand ils sont jeunes, de pas explorer leur langue seulement dans la petite salle, mais immédiatement dans la grande salle. Mais protecter. Parce que je pense que les choses qui est très important pour des jeunes, c'est qu'on leur donne du temps et la liberté. Mais avec l'expérience d'une organisation qui savent beaucoup de choses avec leur expérience. Alors pour ça, on a décidé, on cherche 4 artistes complètement différents. On leur donne, tu me dis que si je fais des blagues. On crée on leur donne un certain budget chaque année pour travailler dans leur manière, où ils veulent travailler et comment ils veulent développer leur travail. Et l'autre demi de chaque année, il doit faire des autres choses. Et c'est quoi les autres choses? C'était des workshops, mais c'était aussi de travailler dans des grands théâtres. Et parce qu'on a des partenaires qui aiment l'idée, et les partenaires étaient Jan Lauwers, Ivo Vanove, Alain Platel, Jan Fabre. Et Jan Fabre. Au début. Ces gens ont collaboré dans ce projet, pas faire des choses, pas faire des workshops, mais les 4 artistes ont eu la chance de travailler avec eux dans leur théâtre et dans leur manière spécifique du langue. De travailler avec eux, c'est-à-dire de créer des spectacles? Oui, c'était chaque fois, c'était en dialogue avec le metteur en scène, de dire c'était comme assistante, comme dramaturge, ça dépend. Mais pour moi, c'était très important qu'ils ont eu la chance et le temps pour absorber les manières de travail importantes, mais complètement différentes de chaque personne. De ne pas influencer trop une certaine manière de travail. Pour moi, je pense que ça peut aider pour eux de rester dans leur manière de développer des choses. Je ne suis pas sûr que tout est clair. Si tu ne comprends pas, ma français n'est pas toujours parfait, excusez-moi. Et vous, Lisa Boa, vous sortiez de l'école, vous aviez créé des petites formes déjà. Quel retour avez-vous de cette expérience-là, justement, de Pulse? Oui, c'était une grande expérience aussi, comme Guy a dit. J'ai rencontré des artistes comme Alain Platel, Jan Lauwers. Alain Platel, par exemple, il m'a invité de faire comme une assistante, par exemple, pour Requiem pour elle. C'est un spectacle qu'il a fait en 2018, je crois. Et donc, tu rencontres les différents metteurs en scène. Avec quelques metteurs en scène, tu as plus de connexion que des autres, mais c'est toujours comme un regard dans leur cuisine. Donc tu peux un petit peu même voir des ingrédients secrets dans chaque spectacle ou dans leur manière de travailler. Donc pour moi, c'était tellement riche de leur rencontrer et de parler, de partager un travail avec eux. Mais pour mon propre travail, je crois, quand j'étais déjà en école, c'était déjà le grand désir de créer des spectacles pour la grande salle, pour la grande scène. Et en Belgique, il y a beaucoup de festivals de théâtre, ici en France aussi. Mais il y a déjà des grands espaces plus industriels que tu pouvais expérimenter avec. Il y a un espace en Anvers qui s'appelle Scheeltap. C'était une grande un espace industriel, un festival qui s'appelle le Théâtre aan Zee. Ce sont dans des grandes halls que tu peux essayer des choses. Donc j'avais déjà
un petit peu cette expérience de travailler dans des grands espaces qui sont plus liés à l'art visuel, peut-être, ou à quelque chose qui n'est pas totalement défini comme théâtre. Et je crois aussi quand Guy était là avec Anne-Marie, qu'il a vu mes premiers spectacles, j'avais le sentiment que de travailler sur cette grande taille était déjà une raison pour m'inviter pour Pulse. Et c'était pour moi intéressant pour voir comment, dans une salle comme ça, comme Tony Less, comment tu travailles avec la salle, avec le public, avec la ville d'Anvers. C'était des nouvelles pensées qui entraient ma tête à ce moment-là, et ça m'a vraiment aussi aidé à rentrer dans le détail des choses et de vraiment développer un métier. Regardons par exemple le son, la lumière, c'est très spécifique. Si ton spectacle doit réussir, c'est pas seulement dans des images ou dans de contenu, dans l'écriture, c'est vraiment dans les détails techniques. Et une maison comme Tonellas qui était aussi sculptée autour du travail de Guy, avec beaucoup de connaissances aussi. Regardons la manière que tu travailles avec le vidéo, très interdisciplinaire, avec les grands décors. Il y a déjà une connaissance dans le théâtre d'Antonellas qui est si spécifique, qui est différente que les autres théâtres en Belgique, je trouve. Et d'être invité, d'explorer et de développer un métier là, c'était un grand cadeau. Et donc, je vais être très reconnaissante. Le problème avec Lisaboa, c'était, on a pensé, on commence petite, et après 4 années, ils vont prendre la grande salle. Avec Lisaboa, la première année, déjà, elle voudrait la grande salle. Et c'était fantastique. Mais en même temps, c'était pas facile pour organiser. Le tempo qu'on a, que tout le théâtre doit suivre. Parce que ça, pour moi, c'était important on a beaucoup d'expérience à Tonellas, mais en même temps, on doit rester ouverte pour chaque nouvelle langue qui entre. Et c'est quoi les besoins de chaque personne, chaque artiste nouveau qui entre. Et il n'y a pas vraiment une différence comme travail entre moi qui fait un spectacle ou Lisaboa. L'importance que tout doit être exact comme le metteur en scène veut et de générer des circonstances que ça devient possible. Cette organisation amorphe, idéale, c'est pas facile, mais ça c'était chaque fois le challenge pour trouver. D'ailleurs, on voit dans votre esthétique que finalement ça se déploie sur un grand plateau. On sent, est-ce que c'est un désir, enfin voilà, Guy disait que vous avez voulu y aller tout de suite. Est-ce que c'est quelque chose qui vous portait dès vos débuts, ce besoin d'amplitude? Oui, je crois, oui. Oui. En dehors, j'allais dire, de l'importance d'un spectacle, d'une hiérarchie entre être sur un grand plateau et un petit plateau. On sent chez vous que c'est... Oui, pour moi, c'était toujours un petit peu difficile pour voir la différence entre petites salles et grandes salles parce que j'avais le sentiment, depuis aussi dans l'école, par exemple, ils m'ont dit toujours, tu dois faire quelque chose avec seulement une personne ou 2 personnes, sans costume, sans décor. Ouais, c'était, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Oui, donc c'était depuis le début et je me souviens de faire Hamlet, c'était la première production qu'on a fait à Tonellas. Et c'était aussi Hamlet, ce répertoire, c'est le texte aussi qui a invité de faire un grand geste. Pour moi, c'était difficile à trouver une manière de faire Hamlet dans une petite salle et avec la grande nécessité de raconter son histoire, son crise, donc d'utiliser tout l'espace et de temps en temps, il y a des images qui viennent, que tu rêves, des images qui viennent comme ça, que tu crois, oui, c'est nécessaire d'avoir un petit peu d'espace pour ça. Et aussi la joie et de travailler avec beaucoup de gens. Ça, je crois aussi c'est au cœur des choses, de travailler avec des comédiens, avec des gens qui peuvent considérer comme des artistes, des musiciens,
que le théâtre peut être un moyen pour faire un lien avec des autres gens, pour inviter des gens, pour travailler ensemble et pour faire ça dans une manière sociale aussi. La grande salle est le meilleur. Idéal, mais je pense aussi que vous êtes très intéressé. Qu'est-ce que tu peux dire dans quelle discipline? Et comment ça marche, le dialogue entre les disciplines? Et de plus grand l'espace, beaucoup, j'aime le petit salle aussi, mais il y a autre possibilité de trouver un dialogue entre l'image, la lumière, le son, toutes les choses qui peuvent vous aider pour être si proche que possible de trouver le relevance, la signification, la relevance. On dit ça? La pertinence. Merci. Du texte, des choses que tu voudrais que le public absorbe. C'est ça, vous êtes finalement, vous utilisez et l'un et l'autre des disciplines, on va dire, très différentes. On peut dire que le texte est très important, et chez l'un et chez l'autre, que l'essence du texte est très importante, mais après que vous le déployez, alors avec les arts numériques évidemment, les différentes langues, avec un théâtre peut-être plus de corps, beaucoup de chorégraphie, qu'est-ce que l'un et l'autre, enfin, où est-ce que vous pensez que vos théâtres se retrouvent? Ou pas? En général, C'est pas facile de dire ça moi-même, mais pour moi, chaque spectacle doit rester une aventure où je ne sais pas avec les artistes que je prends avec dans un certain chemin, on ne sait pas avant où on va arriver. C'est cette grande aventure pour moi, ça c'est chaque fois la chose importante. Bien sûr, on a en Belgique, on a une relation forte avec les arts plastiques. Ça c'est quelque chose que je ne suis pas sûr pourquoi, mais bien sûr, les villes en Flandre sont très petites. Alors les artistes dans chaque petit village se rencontrent dans un café où les artistes se rencontrent. Alors je pense que c'est parce que Flandre est si petite, c'est peut-être plus facile de trouver des lignes entre les disciplines. Quand j'ai commencé, ça a pris de temps pour moi pour dire que je fais de théâtre. Parce que pour moi, c'était seulement de créer des circonstances pour des artistes de travailler ensemble. Ça, c'était pour moi le plus important, d'absorber toutes les infos des différents artistes. Et en même temps, être un peu le guide qui stimule une certaine direction pour arriver et pour présenter quelque chose sur un public. On peut dire que vous n'avez pas fait d'école de théâtre, mais les beaux-arts aussi. Oui. Donc vous veniez d'une discipline autre que le théâtre. Oui. Mais cette mélange, c'est le même avec Alain Platel, avec Jan Fabre, avec Jan Laurens. On a tout une histoire mélange, pas les stricts. Le seul personne qui a vraiment fait toutes les étapes traditionnelles, c'est Ivo Vanov. Mais c'est l'exception, excusez-moi, de notre histoire, de cette génération. Et cette génération, alors, si on en parle,
sauf erreur, vous dites que vous avez agi un peu contre un théâtre institutionnel. Mais chaque génération a un peu cette... quand il commence c'était pour moi remarquable quand on a commencé avec Pulse, que les jeunes étaient intéressés, s'identifier avec une grande maison comme ça pour trouver leur chemin. Lisa Bois, vous en diriez quoi de ça, justement, de ce rapport à cette génération-là? Oui, pour nous, je crois, quand j'étais dans les grandes salles pour voir des spectacles, c'était toujours quand je vois un spectacle de Romeo Castellucci, où c'était toujours, tu vois des artistes très intéressants qui font des travaux dans un théâtre en grande taille. Je peux imaginer dans le temps de toi, Guy, que c'était différent. Les choses que tu as vues dans les grandes salles, c'était des théâtres institutionnels, c'était plus... je ne sais pas, un petit peu ancien, ou ça un petit peu le sentiment que c'était pas vraiment en mode. Et il n'était pas beaucoup. Pas beaucoup. Il n'était pas beaucoup. Le théâtre qui était là était un petit peu ancien. On a deux personnes qui étaient très importantes pour le théâtre flamand. C'était Frielesen au Sigel, qui a invité beaucoup des artistes internationaux. Et c'était Hugo de Greef à Bruxelles, avec le Kai Festival. Ça, c'était, mais c'était des expériences que tout le monde était là. Parce que et dans cette manière, on a aussi quelque chose ensemble. C'est ce que je trouve d'assez incroyable. C'est l'intergénérationnel, en fait, que vous portez l'un et l'autre. Oui, parce que j'ai dit souvent que je me demandais, c'est une génération qui reste très jeune. C'est pas comme tu vois le travail que tu sens une grande différence. Même il y a des différences, il y a des choses que je n'ai jamais fait. Mais c'est aussi à ce moment-là, tu ne sais pas déjà. Mais de voir dans des grandes institutions de théâtre qui est intéressant, je crois que ça a vraiment changé l'approche des jeunes vers un institut. Qu'il n'y a pas vraiment cette suspicion pour moi. Mais il y a des autres, il y a beaucoup de gens qui m'entourent, qui m'ont tourné, qui me disent maintenant tu vas travailler pour ton élève. Il y a aussi des gens qui disent tu fais une erreur, tu dois être alternatif, tu dois rester dans ton espace industriel et faire des choses totalement dingues, totalement bizarres, expérimentales. Mais je disais non, ça pourrait être si intéressant pour mettre cette expérimente ou cette chose, cet langage que tu es en train de créer dans le théâtre, comme ça, quand tu peux créer une plus grande histoire avec eux. Oui, donc il y a des différentes voix dans chaque génération. Il y a aussi des gens qui peuvent travailler intergénérationnellement ou que ça n'a rien à voir avec des différents âges, mais juste des dialogues, des rencontres qui peuvent être spéciales et qui peuvent signifier des choses. Et votre rencontre a une belle histoire, puisqu'aujourd'hui vous êtes à la direction artistique du Tonelius. Oui. Comment c'est pas seulement. Oui. Voilà, avec plusieurs. C'était un collectif d'artistes qui a pris maintenant la direction artistique. C'était après Guy a quitté la maison. Nous étions dans une situation un petit peu complexe, c'était pas facile, mais à un certain moment, c'était des artistes qui a pris la direction. C'était FC Bergman, Olympique Dramatique, Gorgeous Oklu, Benjamin Able, Merhagen. Ce qu'on peut préciser, c'est que donc plusieurs générations aussi finalement, des gens qui étaient là depuis longtemps déjà. Oui. FC Bergman est olympique, il a travaillé depuis 15 ans, 10-15 ans, Antonella, déjà là. Oui, déjà là. Mais la chose qui est, je pense, en ce moment très intéressant, c'est qu'il n'y a pas... Le centre de cette maison est artistique, mais de différentes langues. Quand moi j'étais là, c'était dans cette direction. Il était déjà des artistes associés qui travaillent seulement ou avec des petites choses dehors, mais ils commencent de travailler de ce théâtre.
mais il était une artistique direction qui était moi. Mais mon travail n'était pas plus important que les autres. Les décisions étaient faites toujours ensemble, basées sur les idées des artistes. Et ça, c'était le trajet qu'on a suivi pendant 4 années, chaque fois, ou 5 années pour la subvention. La chose maintenant qui est intéressante, c'est que c'est vraiment l'idée de collectif. Mais dans un grand maison, c'est pas facile. Mais c'était au commencement, ils ont cherché une autre manière, une nouvelle manière de direction. Ça n'a pas marché. Alors maintenant, et ça c'était pour moi très émouvant, que les artistes ont dit, mais le théâtre, c'est nous. Alors, on doit prendre la responsabilité, et maintenant c'est à nous. Alors c'est encore plus loin qu'on a commencé avec, quand moi j'étais là, que les artistes décident ensemble c'est quoi la direction de cette maison. Oui, c'est-à-dire que vous êtes arrivé en invitant des artistes, comme on va dire des artistes associés en France, mais là vous êtes vraiment un groupe d'artistes à la direction. Oui. Hein. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, quel est l'intérêt? Vous avez dirigé plusieurs théâtres, donc aujourd'hui vous êtes à la direction d'un théâtre. Qu'est-ce qui porte cette démarche? Enfin, voilà, qu'est-ce qui vous porte dans le fait de diriger un théâtre, hein, que ce soit d'un point de vue artistique pour soi-même, mais aussi dans l'ouverture aux spectateurs, l'ouverture à la ville aussi, j'imagine. Oui, il y a des différentes choses. Bien sûr, aussi, après, par exemple, Guy a créé une maison si généreuse, il y a beaucoup de gens qui sont invités. Pour nous, c'est un petit peu la question. La maison ne peut pas seulement travailler pour notre travail, on doit aussi inviter. Est-ce qu'il y a encore des moyens pour inviter des autres artistes? Donc maintenant, nous avons par exemple un programme qui n'est pas comme Pulse, parce que Pulse n'existe plus, mais c'est un espace libre, par exemple, comme on a décidé par des artistes, qu'il y a chaque année, il y a un espace pour un nouveau metteur en scène ou un artiste pour créer un spectacle pour la grande salle. Mais ça ne veut pas dire que cet artiste qui vient ne doit pas être quelqu'un si jeune. Ça peut être aussi quelqu'un nouveau, quelqu'un qui est peut-être fait de théâtre pour la première fois, qui vient d'art visuel, par exemple. Et l'année qui suit, ça peut être un autre artiste. Donc, on a redéfinir cette mot jeune artiste, ou de temps en temps aussi une grande focus sur les jeunes dans le théâtre. Comment on peut redéfinir ce terme. Et bien sûr, c'est trouver aussi un équilibre quand il y a beaucoup de voix autour de table. Nous sommes avec 5, 2 collectifs. Donc même dans le collectif, il y a 2 autres collectifs et 3 artistes individuels. Donc c'est une grande recherche aussi comment on peut communiquer, comment on peut prendre des décisions. Et ça, même, ça peut être une partie de réflexion. Ça, pour voir comment ça peut marcher, c'est déjà un exercice, ou que ça peut être déjà quelque chose d'artistique. Mais c'est pas seulement tourner là, mais par exemple, tu as le Documenta en Allemagne, c'est aussi dirigé par une direction artistique collective. Kunstfestival des Arts à Bruxelles, c'est aussi trois gens qui dirigent. Donc j'ai le sentiment dans le monde culturel d'aujourd'hui, ce sont des choses à découvrir et des choses que les gens sont déjà qu'on a déjà découvert depuis longtemps. Et c'est aussi petit peu le DNA des artistes en Flandre, sur Stan. Aussi toi, Guy, au début, tu étais partie d'un groupe, 6 mois. Je crois il y a beaucoup, c'est vraiment dans le DNA des artistes flamands de coopérer et de trouver des systèmes, comment on peut le développer. Moi, je n'ai plus les responsabilités maintenant d'une maison, mais peut-être je peux parler un peu le projet Opera Lab, qui maintenant je suis en train de générer à Genève. Ça, c'est
un autre exemple pour moi pour trouver des manières d'interaction. C'est quoi Opéra Lab? Dans l'opéra, la manière de travail, c'est très fixe et dirigé par un système que tout le monde dans tous les pays travaille le même. Alors là, on prend le temps de 2 années avec des jeunes artistes de Genève, des alumni, on dit, et qui ont grandi à Genève, en collaboration avec beaucoup de différents instituts, des écoles, en combination avec des théâtres, avec l'opéra, avec la musique. Alors les écoles et les espaces de performance, ils sont tous ensemble responsables pour aider ce projet. Pas financier, parce qu'on a trouvé l'argent par des sponsors. Je pense que ça a marché parce que tous les grands instituts de Genève étaient responsables pour ce projet. Alors, ça mélange les artistes jeunes qui connaissent la ville, mais ça donne un dialogue entre les différents instituts dans une ville, qui est important aussi. Au même temps qu'ils aident ce projet, ils sont ensemble et ils doivent parler qu'est-ce qu'ils font pour générer des workshops, pour toutes les choses que j'ai fait à Pulse, je vais faire ça là-bas, mais dans le cadre des choses qu'il offre pendant les 2 années. Alors, c'est une manière d'autonomie des jeunes artistes. On crée des circonstances, mais en même temps, je pense que c'est intéressant pour une nouvelle vague dans une cité, dans une ville, qui doit essayer de parler l'un avec l'autre, qui normalement n'a pas de relation du tout. Alors c'est dans 2 niveaux pour les grands instituts et des jeunes personnes qui se rencontrent dans une manière différente. Je pense que aussi ça, quand on parle d'intergénérationnel, c'est une autre manière de ne pas travailler dans une maison, mais aussi dans une manière dans la ville, et de générer des autres trajets qui fait des ports entre les maisons. Entre les maisons. Et j'allais dire, finalement, on peut parler d'une famille entre vous, donc que ce soit Ivo Vanov, que ce soit vous, Guy, Lisa Boa, en venant travailler les 3 avec la troupe de la Comédie Française, est-ce que vous avez l'impression que finalement c'est une famille qui en rencontre une autre? Comment est-ce que vous vous êtes parlé en amont avant les uns et les autres de travailler ici? Oui, bien sûr. Quand Lisa Boa m'a demandé... Vous étiez fière déjà? Ah, bien sûr, bien sûr. Non, c'était vraiment pour moi si fantastique d'être ici maintenant, à côté d'elle, c'est incroyable. Mais quand elle a demandé, j'ai reçu une invitation de parler, j'ai dit, bien sûr, tu dois faire ça, parce que je savais, je ne sais rien de ce projet direct, ou comment ça va aller, mais je suis sûr que ça peut être un mariage très très bien. Parce que cette maison, et on a parlé beaucoup de Tony Hellas, mais cette maison est très généreuse aussi. Elle a beaucoup d'expérience, mais elle reste avoir la liberté d'entendre quoi le metteur en scène veut.
Et c'est une maison incroyable professionnelle. Elisa Boa, c'était important d'échanger avec Ivo et Guy avant de venir ici? Oui, bien sûr. J'aimais beaucoup de parler avec Guy et c'est aussi une conversation qui est très grande. C'est spécialement quand on parle sur la méthode de travailler ici. Et j'ai vu, c'est tellement beau, les démos. Il y avait un premier ici et après le premier, immédiatement, je lui ai demandé comment tu as fait, qu'est-ce que c'est la méthode, comment tu travailles avec la maison, parce que c'est aussi fascinant. Mais je parle aussi avec Guy sur mes autres projets. Quand nous avons une première de Pépé Chat, par exemple, c'était tellement important aussi d'échanger avec Guy comment il a senti. Donc, il y a une conversation qui est vraiment grande sur l'art, sur la vie, sur le théâtre. Et bien sûr, de parler sur la comédie était important. Aussi avec Ivo. J'ai fait une assistante à la mise en scène pour son... il a fait ce moment Age of Rage, ce sont de différentes tragédies grecques, aussi une idée de tragédie. Donc à ce moment-là, j'étais en train de parler avec lui sur les tragédies, qu'est-ce que ça signifie, leur fonction, il y a aussi quelque chose de très bizarre, très ancien dans les tragédies, très archaïques. Donc j'ai beaucoup vu dans son travail et échangé avec lui. Et donc il a aussi travaillé ici sur Electre et Oreste. J'ai vu le vidéo qu'il a fait dans l'Épidore même. Et aussi les comédiens parlent beaucoup sur cette expérience à Épidore, comment il a joué, les grandes tragédies, avec les chauves-souris, beaucoup d'histoires. C'était tellement beau pour sentir comment ils sont liés avec deux artistes qui sont proches à mon cœur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, comme tu parles sur une famille rencontre une autre famille, ça résonne pour moi dans ce sens, en fait. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses à partager. Vous êtes arrivés chacun avec des démarches artistiques fortes. Du point de vue de la vidéo, je pense que c'était quand même assez exceptionnel, même si la Comédie Française s'ouvre à la vidéo. Voilà, enfin, c'était... très virtuose, les démons. Mais la virtuosité n'était pas vraiment la vidéo, c'était les acteurs. Les acteurs, comment ils jouent avec le vidéo. Ça, c'était incroyable pour moi. Ça, c'était le grand force. Les écrans, oui, allez, c'est utile. mais je pense que ça marche seulement quand l'acteur, dedans, prend ça avec comme une peinture qui peut that he can paint with the tools he has. Excusez-moi, j'ai parlé en anglais. et ça, pour moi, c'était incroyable. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'expérience sur le médium caméra sur scène, en même temps, il absorbe très vite les possibilités. Et ça, c'était incroyable pour moi, pour sentir. C'est aussi la façon, certainement, dont vous présentez, en fait, l'ouverture que vous avez aux autres et la façon dont vous présentez la démarche, avec aussi une importance du texte. Et on parlait de transmission, tous deux, vous avez monté Hamlet, et l'un et l'autre. Vous êtes tous les deux très attachés au répertoire. Qu'est-ce que ces grands textes, qu'est-ce que les auteurs ont à nous transmettre? C'est une grande question. Mais pour moi, je pense, une des raisons pourquoi je travaille dans le théâtre, c'est d'avoir la possibilité de travailler avec une texte, une langue d'une autre personne qui peut dire beaucoup mieux que moi les choses qui sont importantes. Ça, c'est le grand luxe d'un metteur en scène qui peut dire ça, le public doit entendre. Et pour moi, il y a si beaucoup de choses dans le passé qu'on ne doit pas perdre de réfléchir. Mais pour moi, les démons, ça parle d'une histoire ancienne, mais ça parle en même temps d'aujourd'hui, et ça aide le public de reconstruire une future
de reconstruire, Oui, ou presque. de réfléchir l'importance, comment un spectacle peut changer leur point de vue, peut aider leur point de vue. Et ça, pour moi, c'est la grande importance et la qualité de théâtre. Ça peut réfléchir sur le passé, intensifier ici et le maintenant, et en même temps produire quelque chose que le public peut prendre avec pour changer le futur. Allez, c'est un peu grand mot, mais ça, c'est l'idéal que tu dois avoir chaque fois quand tu commences un spectacle. Et pour moi, dans un sens plus pratique, peut-être, j'écris aussi beaucoup, donc pour moi, mon propre écriture est aussi très important. Et pour moi, travailler avec Hamlet ou des répertoires m'aide à vraiment voir la construction d'une histoire, comment on peut construire une narrative. Et quand j'ai par exemple travaillé avec Hamlet ou maintenant avec Médée, mais aussi The Winter's Tale de Shakespeare, ça m'aidait à comprendre les différentes fonctions du texte, comment on fait une introduction, comment de temps tu dois répéter quelque chose, donc tout est clair, comment... Donc c'était un petit peu pratiquement que le texte, que le répertoire m'a vraiment aidé aussi à trouver une propre voix dans mon propre écriture. Aussi, je trouve ça très important, c'était une signification pour moi. Et comme tu as dit, aussi de traiter les icônes, en fait. Quand on travaille avec une scène, avec Hamlet, quand to be or not to be, quand ça vient, et tu as un petit peu peur de ça, parce que tu sais, c'est ce moment iconique, et à un certain moment, tu trouves quelque chose où tu sens que tu peux créer quelque chose qui est vraiment unique, mais pas dans le to be or not to be, mais juste un monologue après. Et il y a des choses qui arrivent que quand tu es en dialogue avec quelque chose qui est plus vieux, qui est aussi une raison pour être iconique, mais tu ne peux pas le retrouver, avec par exemple le geste de Médée, par exemple, elle tue des enfants, et tu sens comment toute la pièce pousse vers cette climax, et comment tu peux le recréer. Et tu sais que tout le monde, les spectateurs, tout le monde connaît cette histoire, tout le monde est là pour attendre le moment que les enfants vont mourir. Et quand metteur en scène, tu es juste là comme, comment je peux le faire. Quand tu réussis, ou quand tu trouves quand tu réussis, ou quand tu expérimentes avec, j'ai toujours le sentiment qu'on peut seulement trouver les clés qu'on travaille ensemble, que c'est pas seulement une chose qui arrive quand toi tu es dans ta chambre, inventer des choses qui sont dehors la réalité. C'est vraiment commence quand tout le monde est ensemble, on partage une idée et un comédien propose quelque chose, la musique propose quelque chose et moi je prends ça ensemble et je pousse faire une autre image. À ce moment, quand tout ça rentre ensemble, ça c'est vraiment magique. Donc oui, les répertoires spécialement me touchent parce que cette magie qui est très particulière apparaît. J'ai l'impression que chez l'un et l'autre, finalement, vous passez par l'image, par les arts visuels, par le corps, mais que vous n'écrasez pas le sens, au contraire, que ces différents langages sont là pour ouvrir, élargir le sens et laisser la place au spectateur. Pour moi, toutes les disciplines sont toujours là pour analyser le contenu, pour aider à comprendre les choses que normalement l'écrivain nous propose. Et tout le travail, c'est d'analyser avec toutes les disciplines le corps du matériau. Du texte aussi. Et ça, c'est toujours, pour moi, la chose fascinante, comment de comprendre les choses que tu sais que c'est nécessaire d'entendre, mais en même temps, comment on peut expliquer ça le plus clair que possible. C'est toujours le challenge d'une répétition.
Ce sens-là à l'intérieur de l'image, j'ai l'impression que ça passe aussi par la musique chez toi. Oui. Hein? Oui, la musique est très importante, spécialement, on parle sur les répertoires textuels, mais il y a aussi un grand répertoire musical. J'ai travaillé pour notre projet sur le Passion selon Saint-Jean de Bach, et tu sentis aussi ça. Il y a aussi le répertoire de la musique peut être faire une connexion avec le répertoire textuel ou avec ton propre texte, et ça peut nourrir l'un à l'autre. Ça peut être aussi un contrepoint. C'est un grand dialogue avec la musique qui est toujours au cœur. Mais j'aime aussi de travailler avec la musique nouvelle. Par exemple, maintenant, quand je travaille avec Niels van Eertem et Jérôme Berthier sur la musique de Médée, c'est une totalement nouvelle musique qui est en train de constituer. Mais comme Guy a dit, je trouve tellement beau que toutes les différentes disciplines, c'est pas ajouter, c'est comment toutes les disciplines peuvent être activées pour rendre dans l'essence une chose qui est essentielle. Et dans et ça, c'était très difficile de temps en temps de n'être pas séduire par les beautés des possibilités qui sont là dans les différentes disciplines, mais pour être très strict et rigide de temps en temps et dire non, tout doit être sur le point 1 ou le point 0 quand tout rentre ensemble. Oui, donc ça c'est toujours aussi avec la musique, le choix de musique. Quelle musique? Les musiques doivent être essentielles, ça doit être quelque chose qui clique, qui fait un mariage qui a pas à éviter. Oui. C'est l'importance, on est toujours dans la transmission, l'importance de transmettre en fait, de transmettre aussi aux spectateurs et aux spectatrices. Cette place-là, dans la création, vous l'anticipez, elle vient seule? Vous laissez une place au spectateur? Oui, Guy. Je pense que, je cherche toujours l'artiste dans le spectateur. Pour moi, c'est important d'offrir des éléments, des couleurs d'une peinture, mais le vrai peintre, finalement, c'est le spectateur qui doit fait tout. Doit créer tout dans sa propre place. Parce que je n'ai pas l'histoire du spectateur, je ne connais pas. Il prend toutes les choses avec et j'offre des possibilités finalement. Mais le vrai chemin dans le spectacle, c'est au spectateur. Bien sûr, j'aide et je dirige un peu, mais en même temps, je donne aussi. J'offre des possibilités parce que, pour moi, il y a des autres spectacles que j'aime aussi, mais moi, je ne suis pas un metteur en scène qui dit c'est comme ça. Le monde est comme ça. Et ça, on peut faire et ça, on ne peut pas faire. Pour moi, le médium théâtre n'est pas idéal pour créer une discussion comme ça. Je essaie d'ouvrir des possibilités, une manière de penser. Et voilà, ça c'est un peu différent. Peut-être j'ai un petit texte, c'est très petit, mais peut-être quand on parle de transmission, pour moi c'était une jolie texte. C'est très extrême, mais je peux dire avec plaisir. Si on a le temps, hein? Oui. Et je ne suis pas un acteur qui peut parler bien, hein? mais ce n'est pas beaucoup. Entre autres, c'est quelque chose basé sur des idées de Calvino, Italo Calvino, qui a écrit 6 mémos pour une prochaine millénium. Et une des éléments, c'est la rapidité qu'il parle. Et je réfère d'une petite histoire, un parable, entre autres
nombreuses vertus, Zhuangzi était habile en dessin. Le roi lui demanda de dessiner un crabe. Zhuangzi répondit qu'il avait besoin de 5 années et d'une villa pourvue de 12 serviteurs. Au bout de 5 ans, il n'avait pas encore commencé le dessin. J'ai besoin de 5 autres années, dit Zhuangzi. Le roi les lui accorda. Au terme de la 10e année, Zhuangzi prit son pinceau et en un instant, d'un seul geste, dessina un crabe, le crabe le plus parfait que l'on ait jamais vu. Voilà. Merci. Est-ce que des gens ont des questions peut-être? J'aimerais vous parler de Médée et quand même, par exemple, à propos du texte, parce que c'est ce que je connais de Médée pour le moment, c'est le texte. Ouais. De nos jours, les monologues, c'est difficile, souvent. Et il y a dans Médée d'Euripide, un grand monologue avant qu'elle ne passe à l'action, un grand monologue où elle exprime sa fureur contre Jason. Ouais. Et c'est d'une modernité extraordinaire, puisqu'elle dit même que ce serait bien si les femmes pouvaient faire des enfants sans les hommes. Oui, c'est ça, elle dit ça. Elle dit quelque chose, elle trouve l'humanité, trouve une autre manière de créer des enfants. Exactement. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de spécial pour ça? Tu dois venir voir le spectacle. Oui. Est-ce que le monologue, quand c'est long, est-ce que de nos jours, il faut le découper, l'agrémenter, ou le construire avec de la musique ou autre chose? J'ai choisi pour le monologue de Médée qu'elle a un processus de langue. Elle passe différents paysages linguistiques. Au début, elle parle dans une langue très fragmentée. C'est comme une langue de choc. Au début, elle n'a presque pas de mots. Parce que je trouvais, avec Médée, avec beaucoup de tragédie, elle dit beaucoup, elle va tuer des enfants. Et je trouvais intéressant si on peut réduire ça. Et quand elles disent, quand le moment vient qu'elles disent que ça a plus d'impact parce que c'est pas totalement prévu. Et donc l'idée est que le début, que le langage est fragmenté, un langage de choc, un langage de deuil, et avec le temps, le langage s'enrichit jusqu'à ce moment-là elle dit directement maintenant j'ai finalement reçu un langage qui est réussite, donc maintenant je peux dire tout ce qui est dans mon cœur. Et à ce moment-là, elle exprime elle va tuer les enfants. Donc à ce moment-là, le langage devient plus baroque pour dire qu'avec le meurtre des enfants, pour elle, c'est une sorte de libération presque, parce qu'elle dit à ce moment-là, elle n'est plus esclave de l'amour pour des enfants. Et quand elle coupe les lignes, elle peut être libérée. C'est un processus presque mystique. Et quand elle coupe le lien avec les enfants, qui est très dur, c'est pour elle aussi une libération, et la langue peut être plus riche et peut être comme un fait de langage à ce moment-là. Donc c'est un petit peu comment je traite le texte pour ce moment spécifique. C'est une belle question. Merci. Juste, je lance mon mot comme ça, mais sur la voix, parce que au fond, ça fait très très longtemps que je suis à la Comédie Française, depuis toute jeune. Je trouve que ce qui s'est modifié, c'est le rythme, la couleur, la scansion, parfois tendre l'oreille, parce que les choses se disent doucement, mais nous, spectateurs, on peut avoir des difficultés à entendre tout en comprenant très bien qu'il s'agit d'éléments qui sont à dire. Donc c'est notre adaptation qui va aussi avec la société actuelle, où tout est plutôt rapide. Et ça, ce qui est plus dur pour moi, quand j'ai vu la mise en scène des démons, c'est pouvoir s'adapter à
à ça. Et ce qui me pose le plus de problèmes peut-être maintenant, c'est la voix. C'est-à-dire, d'un spectacle à l'autre, la rapidité ne va pas être la même, la couleur de la voix ne va pas être la même. Et pourtant, le texte, ce sont des pièces qu'on a pu voir plusieurs fois. Et ça me déboussole, mais je dois dire, étant donné une personne âgée, j'ai aussi tous les comédiens qui sont passés avant dans les mêmes textes. Et c'est peut-être la voix qui me reste le plus et qui me demande un certain temps pour m'adapter à des spectacles. Parce qu'on a moins parlé là ce soir. On a parlé de la vidéo, on a parlé de... Oui. Mais voilà. Bon. Pour moi, le son, c'est sûr. Avec les vidéos, on voit immédiatement et on parle beaucoup de ça. Mais pour moi, le son dans le théâtre est assez important. C'est aussi dans le film, quand on coupe le son, ou la musique, ou le bruitage, un film ne marche plus. L'importance du son pour absorber tout le matériau, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on doit parler plus sur ça. Le chose que tu parles aussi, c'est la rapidité. Je pense que dans le théâtre, c'est un des seuls espaces encore où on prend le temps. Parce que dans tous les autres médias, on avance. Et le statement doit être là après 3 phrases que vous avez préparées. Je pense que ça, c'est la grande qualité de théâtre encore, qu'on prend le temps de dire quelque chose. Et que avec le public qui prend le temps, une soirée, c'est pas moins. Allez, je pense que c'est beaucoup que tu engages pour réfléchir sur quelque chose. Je pense que ça devient plus en plus unique. Et dans cette manière, oui, c'est important qu'on parle de son. Je pense qu'avec le voix et de plus en plus qu'on force avec les micros, les acteurs ici, dans l'ensemble, n'ont pas besoin d'être... il peut jouer sans micro, ça c'est sûr. La discussion, c'est où tu veux qu'il joue et comment on a une manière et une installation que ça aide vous aussi. Parce que pour moi, le jeu avec... par exemple, avec les démons, il était des moments où c'est presque rien, amplifié. Alors, dans ce moment, tu restes direct au physique, la relation physique directe avec le spectateur. Mais ils étaient des moments aussi où l'importance de l'écran était, où le visage est très très grand. Alors, je pense que là, c'est un chemin que le son doit trouver, que ça peut diriger aussi le focus de comment tu vois le spectacle. Et dans cette manière, si on en force, quand qu'il parle un peu moins fort, et en même temps, on voit le visage en grand, ça peut diriger votre point de vue direction l'écran. Et ça, c'est, pour moi, c'est un exemple comment on peut profiter des nouvelles techniques, mais ça peut jamais être, comme j'entends un peu dans votre question, ça peut jamais embêter le spectateur qui n'entend plus les choses que l'acteur dit. Bien sûr, ça ne doit pas être le cas. Alors, dans cette manière, on rate l'idée. Mais voilà. Dans ce livre, quelque chose de très intéressant, donc c'est un livre d'entretien
Du coup, je le présente, où vous parlez de la transmission d'ailleurs. Il y a un très beau chapitre. Et il y a aussi un chapitre que j'ai trouvé très intéressant sur l'acteur et la caméra, à la différence du cinéma, et justement pour voir comment le travail du son, le travail de la caméra au théâtre devient un vrai élément scénique, en fait, d'art vivant, et n'a rien à voir avec le cinéma. Oui. Oui. Moi, peut-être une question. Je voulais vous demander si la peinture, comme vous l'évoquez, le décor de théâtre, comme il existait avant, est-ce que c'est quelque chose qui est encore envisageable aujourd'hui? Ou bien est-ce que c'est juste un accessoire, ou est-ce qu'il serait possible d'imaginer une peinture qui évolue au fil d'une pièce? Je pense que Lisaboa peut parler de ça, parce que pour moi, dans quelques de leur travail de spectacle, les peintures n'étaient pas quelque chose derrière l'acteur pour créer un environnement. Non, c'était une identité spécifique qui parle d'autre chose à côté. La peinture, elle veut dire la scénographie ou la peinture? Oui, mais l'importance de... Excusez-moi. Peut-être aussi, j'entendais, peut-être aussi, pourquoi pas, sinon on peut changer de sujet, prendre une autre question. Je pensais plutôt à la création en peinture, la peinture d'un peintre qui évoluerait dans une histoire. Voilà, c'est un peu exagéré. Peut-être. C'est pas confiance. Ouais, ça fait référence à, tu dis que les spectateurs sont qu'ils peignent eux-mêmes. Oui. Oh non, c'était une peinture. L'envergure d'une création artistique, j'entendais, dans la scénographie. Oui. Quand je vois moi-même, quand je travaille, je ne me ressemble pas comme une peintre. Parce que pour moi, un peintre, c'est une... J'aime beaucoup de peintres, mais c'est une histoire individuelle. Et silencieuse. C'est séparé. Alors, ma question, excusez-moi, est-ce qu'il serait possible de faire intervenir, pensez-vous, cette dimension-là, silencieuse, sur une scène, dans une histoire? Est-ce que ça aurait du sens ou absolument? Joseph Nagy l'a fait avec Barcelo. Il y a un très beau spectacle qui a été fait ensemble. Après, peut-être que tu peux aussi parler de cette dimension-là. Enfin, alors peut-être pas l'œuvre d'un peintre, mais qu'est-ce que... Des références culturelles. Comment? Des références culturelles. Quand tu as fait Bruegel? Oui. De peinture, j'entends. Oui. J'ai fait un spectacle autour de Peter Bruegel une journée. C'était le dernier spectacle à Pulse. Et c'était vraiment une manière de traduire ces tableaux pour le théâtre. Et c'était vraiment, j'ai commencé à vraiment étudier les polyphonies presque dans ces tableaux, parce que Bruegel est connu, parce qu'il y a beaucoup de centres qui bougent en même temps, comment on peut traduire la forme dans le théâtre, mais aussi le contenu, parce que par exemple, ça parlait sur une peinture très exacte sur Margot la Folle. C'était aussi très intéressant parce que Bruegel a, par exemple, beaucoup vu du théâtre et a beaucoup, dans son temps, vraiment mettre dans peinture les vraies petites pièces de théâtre, des moralités. Donc, la connexion entre théâtre et la langue et théâtre et l'art visuel était vraiment au cœur de son travail. Donc, ça, c'est très intéressant. Comment, comme metteur en scène d'aujourd'hui, travailler avec ça? Pour moi, c'était quelque chose très intuitivement. J'avais le sentiment toujours, quand je crois au théâtre, pour moi, je fais beaucoup de choses, par exemple, son vidéo, toujours avec
les possibilités de théâtre. De temps en temps, j'appelais ça le théâtre analogue, presque comment on peut créer des grands effets monumentaux, mais avec presque rien. Un sol qui peut être soulevé, élevé, revelé. Comment un espace totalement noir peut devenir en un instant totalement blanche. Sont des petites choses, sont des grandes choses à faire, mais l'idée est très simple. Et dans chaque façon, je me suis liée ou je me sens proche à cette recherche plus dans l'art visuel. Mais c'est souvent quand je lis un texte, il y a des images qui viennent. Quand je vois le travail de Peter Bruegel, quand je imagine comment ça peut marcher en scène, il y a comme des intuitions, comme des images qui sont là, un petit peu dans la solitude peut-être, quand tu es seul et tu imagines. Et après, avec une toute grande groupe pour le vraiment créer. Et c'est très extraordinaire d'ici, par exemple, les ateliers, ils sont magnifiques. On a fait même une sorte de... avant, nous étions à la salle, une sorte de version maquette, mais très grande. Sur les ateliers, tu peux voir comment tout est construit. Tu peux voir en une dimension un petit peu plus petite, mais tous les effets que tu as. À ce moment-là, je trouve... J'avais ce sentiment d'être peintre ou artiste visuel quand je visite les ateliers ici et tu vois comment toutes les gens et la grande machinerie, comment elle construit les images que tu as dans ton tête, comment tu as construit ça avec un scénographe qui est tellement important, toujours scénographe, l'art visuel. Et à ce moment-là, quand tu es autour de ces gens-là, ou faire un bauprobe ou un test comme ça, ouais, c'est vraiment, ça a beaucoup d'énergie, ça donne une énergie extraordinaire que tu crois, ok, maintenant nous sommes en train de peindre, mais dans une très grande toile, c'est vraiment la scène avec des différentes profondeurs et comment les choses peuvent apparaître et disparaître. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous deux. Merci à vous.